Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, nouvelle édition, nouveau match, mais avec un nouveau compétiteur. Franck, aujourd'hui n'est pas là, Mickaël, gare à vous, parce que Bertrand-Régis Souvet est sur ce plateau et ça va pas bien se passer. Sommaire. La France en état d'alerte, encore 800 000 personnes à contrôler pour l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Paris 2024 toujours, la Seine, le fleuve, n'est pas très saine. Le baron Pierre de Coubertin va-t-il enfin avoir sa statue de cire au musée Grévin ? Et puis enfin, l'histoire d'un milliardaire qu'il a été à peu près 12 ou 13 secondes. Voilà, place à l'émission. État d'alerte maximal, la France est sous la menace terroriste. Oui, les Français doivent savoir que nous contrôlons absolument tous ceux qui approchent des Jeux Olympiques. Il y a donc les bénévoles, les porteurs de la flamme, les gens qui vont vous accompagner. Là, il y a 1 million de contrôles à faire. Nous avons fait déjà 180 000 contrôles. Nous avons écarté 800 personnes, dont 15 fichés S. Et par ailleurs, nous avons contrôlé pour la première fois en France, grâce à une loi que nous avons fait voter à la demande du président de la République, les 200 000 agents de sécurité privés, qui par ailleurs vont garder les stades, les fan zones. Sur ces 200 000 contrôles, nous avons plus d'1 million de personnes, qui ont été mis à part. On leur a retiré leur carte parce qu'ils n'avaient pas une bonne moralité, dont 100 fichés S. Ça veut dire qu'on comprenne bien, si on récapitule, combien de fichiers S ont été exclus au total, retirés pour l'instant de l'organisation générale des Jeux ? 102 exactement, pour les agents de sécurité privée, sur les 20 000 agents de sécurité privée, et 15 sur les 18 000 personnes qu'on a déjà contrôlées pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques, les bénévoles. On a encore 800 000 personnes à contrôler. Bon, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on est vraiment à la porte de l'organisation des Jeux Olympiques. Je pense que le ministère de l'Intérieur fait son travail, 800 000 personnes à contrôler, mais c'est un chiffre absolument alarmant. 102 personnes qui sont fichées S parmi les 200 000 de la sécurité privée. C'est un chiffre qui est très éloquent et qui inquiète énormément parce que va-t-il se passer pour les 800 000 suivants ? Mais surtout, on le voit bien, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, il y a 2 cibles principales. Alors la première, c'est peut-être la moindre, c'est celle des gens de l'écologie radicale. Effectivement, ils peuvent être un peu énervés parfois, mais enfin, on se calme. Ils blessent, ils ne tuent pas, comme disait un film de Claude Lelouch. Le principal, c'est autour des islamistes radicaux. Et là, par contre, on se retrouve avec une quantité de personnes qui ont infiltré en fait, l'organisation des Jeux Olympiques et qui me paraît extrêmement dangereuse. Alors, Mickaël, déjà, je vais compléter votre propos. C'est-à-dire que vous avez oublié aussi l'ultra-droite et l'ultra-gauche qui font partie des cibles et des menaces. Moi, je vais vous surprendre, mais ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. J'ai couvert 6 Jeux Olympiques à la fois d'été et d'hiver. Et à chaque fois, c'est la même chose. On parle de la sécurité un mois avant. On parle de la circulation 2 semaines avant. On parle du coût. Évidemment, ça coûte trop cher. Voilà. Mais finalement, les Jeux Olympiques ont une telle expérience. Enfin, je veux dire, les gens qui gèrent les Jeux Olympiques, entre autres les gens du COJO, qui ont travaillé dans d'autres Jeux Olympiques, savent très bien ce qu'ils font. On a un bon ministère de l'Intérieur et vous verrez, moi je vous engage à ne pas être dépressif parce que c'est vrai que c'est très français ça. Non, par contre, je suis un peu historique. C'est clair que les Jeux historique, Olympiques... pas hystérique. Non, surtout pas. Les Jeux Olympiques de Tokyo, franchement, je dirais la crainte terroriste est infinitésimale par rapport à ce qui se passe à Paris. Et quand on regarde même à Londres, on est à des années-lumière. Aujourd'hui, on est dans une ère de terrorisme. On sait que le terrorisme devient un levier très fort et surtout pour les grandes compétitions internationales. Et là, aujourd'hui, on a en plus un facteur aggravant qui est la guerre à Gaza. Et on le voit bien, non seulement il y a un risque terroriste, mais il y a aussi un risque à l'intérieur de l'organisation des Jeux Olympiques qui consisterait à avoir des messages et des idéologies qui transparaîtraient au travers de certains athlètes. On imagine très très bien un athlète iranien qui boycotterait un athlète israélien. Je sais que j'ai assisté à cela à Athènes en 2004. Tout le monde s'est heurté et a exclu l'athlète iranien. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, ce soit peut-être le contraire. Oui, mais encore une fois, je vous conseille, ça va vous détendre un petit peu, je vous conseille une bonne lecture de Nicolas Bouzou, ça s'appelle « La civilisation de la peur ». Et ça dit à quel point il faut garder foi déjà dans le présent, mais aussi dans l'avenir de notre pays. Bon, la menace terroriste, on ne va pas se mentir, elle existe, évidemment. Mais encore une fois, on a un ministre de l'Intérieur qui me semble quand même très compétent, qui a fait ses preuves. Il y a une collaboration internationale. Bon, voilà. Il n'y a pas de zéro défaut en antiterrorisme, on est bien d'accord, donc ça peut survenir. Mais encore une fois, vous verrez, ces jeux-là vont marquer l'histoire, ne serait-ce qu'avec cette cérémonie d'ouverture, qui paraît un peu folle,
mais qui sera du jamais vu. Un mot, ou plutôt un chiffre. 45 000 policiers vont être mobilisés à l'occasion de cette séquence. Est-ce qu'on a cette capacité-là ? Alors, 45 000 policiers, mais aussi... 35 000 policiers gendarmes, 45 000 forces de sécurité intérieure et 18 000 militaires. Donc, encore une fois, on a mis le paquet. Mais je pense qu'on n'a pas mis le paquet pour faire joli. On a mis le paquet parce qu'il y a un réel risque. Et c'est vrai que c'est la première fois que nous avons une cérémonie d'ouverture totalement inédite qui se passe. Si elle se tient. Si elle se tient sur les quais, sur les quais de la Seine, sincèrement, c'est absolument magnifique. On est passé d'une jauge de 600 000 à une jauge à 300 000, parce que ça paraissait quand même un peu plus réaliste. Mais encore une fois, le risque terroriste, c'est pas mon inquiétude ou ma vision qui va l'implémenter. Elle existe, elle est là, et il y a même fort à parier que le risque terroriste soit antérieur aux Jeux Olympiques, parce que le meilleur moyen, parce que le terrorisme, ça sert à terroriser, et le meilleur moyen de terroriser, c'est de le faire peut-être en amont, de manière à ce qu'à un moment donné, la quinzaine des Jeux Olympiques soit prise en otage. D'autant que on parle beaucoup des Jeux Olympiques, c'est normal, c'est la thématique, mais je vous rappelle que pendant ce temps-là, ce sera l'été, il y aura des Français sur les plages, il y aura des feux de forêt, donc si on peut en profiter pour rendre hommage justement à toutes les forces de l'ordre, à nos policiers, à nos gendarmes et à l'armée qui va être mobilisée. Il y a une petite question sur une collaboration étrangère, puisque ça a fuité du ministère de l'Intérieur il y a quelques jours. Bon, voilà, encore une fois, ce seront les Jeux sans doute, et même sûrement, les mieux gardés de l'histoire. Voilà pour l'épisode de cette semaine Jeux Olympiques. La scène, pas scène, faut-il en faire une scène ? Selon l'ONG Surfrider Foundation, sur 14 mesures effectuées, 13 se révèlent au-dessus des seuils recommandés pour la baignade. Messieurs, comment allons-nous faire ? Écoutez, le problème, c'est un problème très français, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un grand plan baignade qui a été enclenché en 2018 de plus d'1 milliard, je crois que c'est 1,4 milliard, 1,4 milliard. Avec des travaux vraiment colossaux. Ces travaux sont en voie d'achèvement, mais évidemment, tout ne sera pas achevé pour les Jeux Olympiques. Donc il y a une incertitude qui tient surtout, j'allais dire, aux précipitations, puisque comme vous le savez, quand il y a des précipitations, il y a des problèmes bactériologiques derrière. Donc bon, oui, il y a un risque, mais le risque est quand même assez mesuré, que le triathlon et la nage longue distance ne se tiennent pas, ou en tout cas qu'elles soient décalées. Mesuré, l'été dernier, il y a eu 2 tests, moi que j'ai appelé ça un crash test, c'était un test pour la nage en eau libre et le triathlon. Les 2 compétitions n'ont pas pu avoir lieu. Elles n'ont pas pu avoir lieu, pas simplement pour les précipitations, parce que les précipitations, elles optimisent le risque, notamment de micro-organismes comme les Escherichia coli et les entérocytes, mais... Les quoi ? Les entérocytes et les Escherichia coli, c'est-à-dire le colibacille. Il a révisé. Alors, non, mais ça, c'est mon vieux passé de biochimiste. Et derrière tout ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que, en fait, la problématique, elle n'est pas tellement biologique. Elle est juste... Un peu quand même. Elle est l'air de rien, elle est juste de l'effet d'annonce. C'est vrai que c'est extraordinaire, tout nouveau, tout beau. On fait une super compétition à Paris. On va faire une cérémonie d'ouverture avec 600 000 personnes. On est passé à 300 000. Et là, évidemment, entre le pont de l'Alma et le pont Alexandre III, 2 ponts fabuleux avec un quartier merveilleux, on veut organiser des compétitions. Mais il faut un petit peu se mettre à l'évidence. À qui profite le crime ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait une certaine baignabilité dans la Seine ? Aujourd'hui, on en fait un fait national. Même le président de la République s'est mobilisé pour dire qu'il allait faire un plouf. Enfin, un plouf qui coûte 1,4 milliard d'euros, c'est un peu cher le plouf, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même un risque énorme vis-à-vis des maladies qu'on peut contracter avec Escherichia coli et entérocytes. Alors, attention, là aussi, je vais modérer. Ce risque, il est quand même infime, infinitésimal. C'est-à-dire qu'encore une fois, disons les choses telles qu'elles sont, et ça se passe toujours de cette façon, surtout pour les triathlons ou pour la nage en eau libre, comme on l'appelle communément. Vous décalez d'une journée, d'une demi-journée, de 2 jours, et tout va très bien. Le problème, encore une fois, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez effleuré, Michael, je pense que c'est un problème de communication. Voilà. Si on explique les choses, si on fait de la pédagogie en amont pour dire, voilà, écoutez, effectivement, il y a des problèmes bactériologiques, mais qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais on va les résoudre. Et c'est vrai que la Seine sera en full capacité de baignabilité en 2025, c'est-à-dire dans un an après les Jeux Olympiques.
Il suffit de dire encore une fois que les épreuves peuvent être décalées. Je vous rappelle quand même les images à Rio, on voyait des boîtes de conserve sur le triathlon qui flottaient et des bouteilles usagées. Ça ne sera pas le cas à Paris. On trouve ça aussi dans la baie de Hong Kong, c'est très pollué, mais il n'y a pas de risque bactériologique. Et il n'y avait pas de risque bactériologique à Rio. Et en fait, il est là le sujet, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Rappelez-vous, on en avait discuté. Ah bah si, le plan B, encore une fois, le plan B, c'est décalé. Décalé, oui, mais les Escherichia coli sont toujours là. Et de décaler à quand? À 2027? Non, d'une journée, de 2 journées, de 3 journées. C'est pas compliqué. C'est compliqué. Si, c'est compliqué, parce non, que le calendrier est clos dans le cadre des Olympiades. Non, le calendrier pourra bouger, vous le verrez. Et le vrai plan B, c'est ça. C'est tout simplement, effectivement, avec des analyses multiquotidiennes, trouver le bon spot pour qu'il n'y ait pas de risque bactériologique. Alors à suivre, la scène sera-t-elle baignade ou baignade interdite? Raciste, colonialiste, sexiste. Messieurs, qui est accusé de tous ces mots et qui est sur le point d'entrer au musée Grévin? Le célèbre baron. Ouais, le baron Pierre de Coubertin, le refondateur en fait des Jeux Olympiques modernes de 1894. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? Vous voulez que je vous le dise? Allez-y. Avec plaisir. Il avait notamment interdit aux femmes de participer aux JO, parlant d'olympiades femelles qui seraient inintéressantes, inesthétiques et incorrectes. Par ailleurs, vous le savez, il a soutenu en 1936 Adolf Hitler à l'occasion des Jeux de Berlin. Oui. Bon, deux choses différentes quand même, parce que si on se place à la fin du 19e siècle, où d'ailleurs on le voit sur la photo... qui est la première photo du site du CIO. Ouais, du CIO, on est dans un contexte exclusivement masculin, exclusivement aristocratique ou de grande bourgeoisie, parce que le sport, sincèrement, à une époque de révolution industrielle, peu de gens avaient accès au sport. Donc ça, c'est la première chose. Le sport de la fin du 19e siècle, en comparaison avec aujourd'hui, n'a absolument pas le même ni rôle social, ni sociétal. Et on se retrouve avec quelqu'un qui est féministe comme à l'époque, et si vous regardez les déclarations politiques de nos hommes politiques de la fin du 19e siècle, elles pourraient excessivement vous choquer. Oui, je pense que là, Pierre fait un petit peu de wokisme. C'est-à-dire que c'est bien de déconstruire l'histoire, de réécrire l'histoire, mais enfin, là, on va passer notre temps à déboulonner des statuts. Ouais. Bon, il faut être sérieux, comme l'a dit Michael, la société a quand même bien changé depuis, et fort heureusement. Est passé par là le droit de vote pour les femmes, et j'en passe, les meilleurs. Justement, faut se mettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'il faut contextualiser et nuancer. Là, on est en 1894. Il se trouve que le droit de vote, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, pour la plupart des pays occidentaux. Donc, si on met ce contexte-là en place, on se rend compte juste que bien heureusement, il y a une évolution en faveur de la mixité. Bien évidemment, les valeurs de l'olympisme de la fin du 19e siècle ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, elles ne sont pas dites de la même façon qu'aujourd'hui. Et de là à vouloir contester le fait que le baron Pierre de Coubertin, qui l'air de rien, a bougé la chose sportive de façon tellement forte qu'aujourd'hui, les GESI, les grands événements sportifs internationaux, et notamment les Jeux Olympiques, sont les événements les plus couverts au monde. Alors, on peut peut-être lui rendre hommage. J'ai cru comprendre qu'au musée Grévin, il y avait des personnes quand même un peu moins importantes d'un point de vue de la société et aussi d'un point de vue du sport. Donc, quelque part, on pourrait peut-être privilégier sa statue et ensuite mettre la polémique de côté. Oui, moi je suis plus ennuyé effectivement par l'épisode que rappelait Pierre des Jeux Olympiques de Berlin. Voilà, on est dans un contexte où, il faut se le rappeler, ça n'excuse absolument pas effectivement le rôle du CIO, mais les Jeux Olympiques étaient déjà en difficulté à l'époque. Effectivement, ils avaient déjà été esquivés ou boycottés par certaines nations. Et donc, à un moment donné, il y a un réflexe de protection qui, évidemment, quand on le lit avec le déroulement de l'histoire, semble assez abject. Mais si on se replace dans le contexte de l'époque, je ne dis pas que je le comprends, je combats effectivement tous ces idéaux extrêmes. Mais bon, ça donne une clé de compréhension qui est sans doute un petit peu différente. Voilà pour la possible entrée de Coubertin au musée Grévin, et ça crispe. Coup de chaud, coup d'éclat, coup de sang, coup franc. En Turquie, dimanche dernier, en Supercoupe, Fenerbahçe en bleu a décidé de débuter la rencontre avec son équipe junior qui quittera finalement le terrain après 3 minutes. Messieurs, pourquoi ?
Alors, moi, je trouve ça formidable en termes de message, et en termes d'effet médiatique. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison. C'est que Fenerbahçe se sent floué parce qu'il y a eu une bagarre générale avec Trabzonspor il y a quelques mois, qu'ils avaient demandé des sanctions qu'ils ne les ont pas eues, que surtout, depuis longtemps, c'est un club qui estime être mal arbitré et mal posturé vis-à-vis de la Ligue turque. Ils vont beaucoup plus loin. Ils disent que trop de titres de champion ont échappé à Fenerbahçe de manière douteuse. C'est le président de Fenerbahçe qui tient ces propos. Oui, Oui. En fait, pour connaître un petit peu, effectivement, avoir suivi quelques compétitions sportives en Turquie et puis surtout des matchs de foot, des matchs de l'équipe de France, de Ligue des Champions, etc. Bon, c'est vrai que la gouvernance du football turc n'est pas tout à fait exemplaire, mais on pourrait, j'allais dire, regarder avec un effet de loupe aussi sur d'autres pays en Europe pour se rendre compte que finalement, le vrai problème de tout ça, c'est pas le hooliganisme, même si effectivement il y a eu des bagarres absolument dramatiques, et c'est à ça effectivement que le club a réagi, mais c'est plus le management des organisations de haut niveau dans le football qui pose un vrai problème. Et vous voyez bien que ça bouge, qu'on parle de plus en plus de la Super League, qui a l'air de ressurgir tel le monstre du Loch Ness. Donc voilà, je pense que le foot a un vrai souci existentiel. D'autant que là, en Turquie, on met le doigt sur un problème de gouvernance aussi avec l'autorité de tutelle qui était la fédération. Je m'explique. Il était question que la finale de la Super Coupe de Turquie soit à Riyad, en Arabie Saoudite. Il se trouve juste que ça coïncidait avec le centenaire de la Turquie laïque autour de Mustafa Kemal Atatürk. Et les deux clubs avaient l'intention de manifester sagement ce centenaire avec une effigie de Atatürk. Ça a été refusé par le gouvernement saoudien, ce qui fait que on se retrouve en fait avec des clubs qui ont une vision, pas forcément politique, mais en tout cas très laïque, et probablement un ministère de tutelle qui ne l'entend pas de cet avis, et on sent bien qu'il y a une dissension. Et quelque part, quand on tourne autour du problème de Fenerbahçe, on se rend compte que la gouvernance et le problème de gouvernance est total. Oui, et pour ajouter à ce que dit Mickaël, qui est très juste, il y a aussi un problème beaucoup plus... C'est rare, hein. Pour une fois. Mais franchement, il était très bon là-dessus. Il faut le reconnaître. Il y a un problème global, mondial, qui a été soulevé, qui a été analysé par un politologue américain d'origine danoise qui s'appelle Michael Petersen et qui parle du besoin de chaos. Voilà, on l'a vu avec l'assaut du Capitole en 2020, on le voit assez régulièrement en France avec la montée des extrêmes et puis aussi dans d'autres pays. Voilà, les gens se saisissent aujourd'hui et ce ne sont pas des extrémistes pour autant, mais les gens ont besoin de se défouler et se saisissent de n'importe quel événement. Et c'est vrai que le foot est un catalyseur et une loupe médiatique incroyable pour effectivement avoir du chaos et foutre le bazar. Et c'est ça qui est formidable, c'est que depuis tout à l'heure, on discute de la problématique de la gouvernance du football en Turquie et on a complètement occulté le sujet qui est, Fenerbahçe envoie ses U19, ils jouent 3 minutes, ou 5 minutes, je crois, parce que ça leur permet justement de ne pas avoir d'amende. Donc d'avoir participé au match, il y a eu un but de la part de Galatasaray, et puis le match est perdu. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié une demi-finale de Supercoupe pour le message. Je dirais à suivre, il est probable que dans cette émission-là, on ait à traiter les épisodes suivants de la Fenerbahçe Gate. Eh bien justement, ce sera à suivre sur Smart Sport. Messieurs, quel est le chiffre interdit en équipe allemande de football ? Alors le 44, mais un 44 revisité, j'allais dire, avec une typo, c'est-à-dire avec un... Regardez, on le voit. Ah oui, voilà, c'est assez parlant quand on le voit. Et c'est vrai que c'est... Moi, j'avoue manquer de mots devant ce genre de situation. Pourquoi une marque aussi emblématique, qui a un service marketing qui doit se compter en centaines de personnes, arrive à commettre une boulette pareille ? Je ne peux pas croire que ce soit intentionnel. Mais quand on voit l'onde de choc qui a suivi... J'ai regardé un petit peu sur les médias sociaux, ça a duré une journée, ce qui est déjà relativement long. Mais j'avoue que là, alors, ça me laisse sans mots. Peut-être dire aux téléspectateurs que le 44, en fait, si on le repasse, là, merci, fait penser évidemment à l'emblème nazi, où on a, SS. où on a les deux S très stylisés. C'est vrai. Alors, encore une fois, Attendez, il faut juste dire une chose, c'est que ce maillot n'est pas porté par les joueurs, mais les
proposé à la commercialisation pour les fans. Exactement. Alors voilà, l'équipe de la Mannschaft, toutes sexes confondus, ont des numéros entre 1 et 26. 26, encore une fois, un numéro emblématique. Là, on est à 44, donc ça participe en fait des fans. On a 44 ans, c'est vrai qu'un jour, j'ai eu 49 ans, on m'a offert un numéro 49 derrière le maillot de l'équipe de France. Là, mauvaise pioche, sincèrement, mauvaise pioche. Quand on a un numéro 44, ça ressemble étrangement à l'emblème SS. Alors, et sincèrement, on a connu Ça ne le poserait groupe... pas trop de problèmes en Colombie. Ça en pose un précisément parce que c'est la Mannschaft. Ah oui, c'est vrai qu'on en a parlé de la Mannschaft il y a peu de temps, justement parce qu'il passait sous le giron de Nike et qu'il laissait tomber Adidas après 77 ans de bons et loyaux services. Là, sincèrement, pour moi, c'est une faute à pas de chance. C'est une personnalisation. C'est vrai que l'emblème est très fort et que malgré tout, la médiatisation autour de ce petit artefact risque d'être extrêmement populaire auprès de celles et ceux C'est beaucoup de mensuétude quand même de votre part, Michael, je trouve. Hein. Vis-à-vis d'Adidas, moi, je vais ne vous sens dire pas les choses. Je vais vous dire les choses. C'est impardonnable et c'est insupportable. Voilà. D'accord, moi C'est pas la faute à pas de chance. Non, bien sûr que non. Pour vous, vous accusez 100% la marque Adidas Attendez, d'avoir laissé passer. Mais si ça se trouve, si on reprend les autres maillots et qu'on remet du 44 derrière, il n'est pas impossible que, comme le 4 est avec les vrais stylisé, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on ne dessine pas le 4 à la anglo-saxonne. Vous voyez, on le dessine avec d'une seule ligne. Il a raison, c'est quand même très troublant pour le moins. Oui, mais ça peut pas être fortuit. Je ne peux pas croire, encore une fois, en 2024, avec l'expérience, encore une fois, et l'excellence de la marque qu'on vient de citer et que je ne citerai pas volontairement, vous voyez, ça va jusque-là, que ces choses-là arrivent par hasard. Je n'y crois pas. Ok, moi je laisse encore une fois une part de malchance entre guillemets à l'équipementier. En tout cas, pour tous celles et ceux qui auront 44 ans cette année, s'il vous plaît, n'achetez pas le maillot de l'équipe d'Allemagne. Ça risque de faire de la publicité à des gens qui sont très mal intentionnés. Voilà pour l'épisode du maillot de la Mannschaft signé 44. Dans le coin rouge, Kassovitz. Dans le coin bleu, Taghmaoui. Rappel des faits. Le premier a défié le second sur un ring dans un combat de 3 rounds de 3 minutes. Refus de Taghmaoui, qui a néanmoins décidé de poursuivre Kassovitz en diffamation. Messieurs, pensez-vous que cela allait arrêter Kassovitz ? Ah, pas du tout. Et d'ailleurs, on est ravis de ce deuxième round. On l'attendait avec impatience depuis quelques semaines. Encore une fois, on ne peut pas s'empêcher d'en rigoler sur le principe et sur la forme. Sur le fond, c'est peut-être un peu moins drôle parce que on a vu qu'il y avait une joute verbale très violente, très virulente, même si elle était teintée d'humour de la part de Kassovitz. Taghmaoui a répondu, mais il n'a pas répondu directement. Il a répondu par l'intermédiaire d'un ami qu'ils ont en commun. D'ailleurs, je crois Alors justement, lisons ce que Taghmaoui adresse à Kassovitz. Va te faire bip. Voilà, quelques noms d'oiseaux. C'est quand tu veux, on va à la salle et on se règle. Pas besoin du public, pas besoin de parier, juste une bonne paire de bip. Pourtant, les gants, ça commence par un G, je comprends pas. Et Kassovitz de lui répondre. Saïd Taghmaoui, viens prendre ta leçon comme la petite crapule manucurée que tu es. Marcella, pour moi, c'est un bijou, c'est fabuleux parce que. Alors, il se trouve que je connais assez bien Saïd Et Taghmaoui. Il est manucuré, c'est ça? Non, mais on a, voilà, c'est le fruit de notre, de notre vie professionnelle. On a commenté de la boxe ensemble il y a quelques années. Voilà, on s'échange des messages de temps en temps, des messages, pardon. Le fond de l'histoire, en fait, c'est qu'il y a une haine recuite suite au film La Haine, parce qu'il y a un problème de droit, si j'ai bien compris. Et donc, effectivement, ça chauffe entre les deux depuis bien longtemps. Ensuite, il faut rappeler qu'on est dans une espèce d'américanisation de la société, de surmédiatisation. Effectivement, le défi d'un combat sur un ring, ça s'est déjà fait, ça se fera, et ça se fera encore dans les années qui viennent. Après, attention. Pour bien connaître Saïd, je peux vous dire qu'il s'entraîne, c'est un bon boxeur, il a un niveau qui est pas loin d'être celui des professionnels, il est passionné. Kassovitz aussi, j'ai bien compris. Oui, alors, il avait d'ailleurs fait un film où il jouait un boxeur professionnel sur Exactement. le cours, et il s'entraîne depuis, donc ils sont bien affûtés. Mais pour aller au bout des choses, Saïd s'entraîne très sérieusement, il est très proche du clan, Usyk, le champion du monde quasi unifié des poids lourds, de Vasil Lomachenko, etc. Et il s'entraîne tous les jours. Ok, alors là, vous avez en direct la nouvelle promotion du futur combat de boxe entre Saïd Taghmaoui et sur Bismarck. que nous allons produire avec Bertrand
Bertrand Régis, parce que voilà, aujourd'hui, on a la connaissance de ces deux personnes et on va faire en sorte que tous les spectateurs et Alors, téléspectateurs de bookmakers. Bisport puissent en profiter. Jouons les bookmakers. Bertrand Régis, une pièce sur Tagmaoui. Ah, je mise sur mon poulain, oui. Voilà, alors moi je mise sur Kassovitz parce que j'ai l'impression qu'il a été très déçu dans son amitié et que quelque part cet esprit de revanche pourrait Je vais vous dire une chose, ce que je leur suggérerais à tous les deux, et je regarde bien précisément à la caméra pour le dire, messieurs, faites ce combat au profit d'une ou de plusieurs œuvres caritatives et vous sortirez avec tous les applaudissements. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Bertrand Régis. Et d'ailleurs, on va se réunir après la fin de l'émission pour mettre les statuts à jour de cette promotion de ce combat de boxe fabuleux. Mais est-ce que vous y croyez? Il se tiendra un jour ce combat? Non, difficile, tout ça n'est qu'un show. En tout cas, on a vraiment envie de les épauler là-dessus parce que, encore une fois, on est sur le 3e degré. Hein, on n'est pas du tout sur un règlement de compte à hockey choral. Mais quelque part, ça pourrait peut-être crever l'abcès. Peut-être qu'à la fin, ils finiraient par être amis. D'ailleurs, on le voit souvent dans les sports de combat. Hein, que ce soit au rugby ou à la boxe, à la fin du dernier round, on se serre dans les bras et à la fin du match de rugby, on va boire une bière. Bertrand Régis, vous qui le connaissez bien, ils sont fâchés? Ah, ils sont très très fâchés, oui, ça je peux vous le dire. Et encore une fois, vous savez, il y a des fâcheries effectivement auxquelles on arrive à mettre un terme. Et puis il y a vraiment des choses qui sont recuites et qui durent. Là quand même, il faut le rappeler, ça date du film La Haine qui est sorti en 95, on est en 2024. Ouais. Si ces deux-là ne se parlent plus, ou en tout cas comme ça de façon subreptice, c'est bien qu'il y a un véritable problème. J'espère très honnêtement, parce qu'en plus ce sont deux acteurs que j'adore, j'espère vraiment que tout ça se réglera. Et si encore une fois ça peut se régler sur un ring et au profit de bonnes œuvres, ma foi. Voilà, 2e round, Tagmaoui, Kassovitz, on sera là pour le 3e. Il y a cru, il s'y est vu, il pensait vivre le plus beau jour de sa vie. Imaginez 1,3 million d'euros reportés après avoir deviné le résultat de 18 rencontres de football en Espagne le 4 novembre dernier. On l'a appris, c'était sans compter sur Betway, le bookmaker. Quelques minutes seulement après avoir constaté son gain, le site a fait passer son statut de gagnant à annuler. Messieurs, que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé là, pour le coup, je n'en sais rien. Mais enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais joué au jeu de hasard. Et tout simplement, je crois que cette anecdote illustre vraiment ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faut toujours un couillon dans l'histoire. Donc, il y a des couillons pour payer. Certains sont récompensés. Et puis, effectivement, il se produit des fois des choses assez incroyables. Bon, de toute façon, j'imagine que ce parieur va prendre un bon avocat et qui va faire avancer la jurisprudence sur le sujet. Voilà, c'est vrai que pour une structure comme Betway, d'accord, de ce site de paris sportif, de voir un parieur gagner 1,3 million, c'est un bug total. Donc quelque part, ils ont fait exactement la même procédure que les casinos. On le voit d'ailleurs dans le film Casino de Scorsese, où quand vous avez un parieur qui a des gains trop volumineux, on fait en sorte qu'ils reviennent jouer. Et on l'a vu, en tout cas dans le film, c'était un parieur japonais. On dit qu'il n'y a plus d'avion pour repartir de Las Vegas. Et en fait, il revient au casino et il repère sa mise. Et là, quelque part, ils sont même allés plus loin. C'est qu'ils ont fait un bug électronique en se disant non, mais en fait, tu n'as absolument rien gagné. Donc, probablement, arriverons-nous à une conciliation. Ou alors, et ça m'étonnerait très fortement, c'est que les avocats de ce monsieur arrivent à lui faire gagner 1,3 million. Mais il y a fort à parier qu'on propose peut-être à ce parieur de prendre cette mise et de la rejouer sur la plateforme, d'accord ? Donc, encore une fois, et je suis d'accord avec Bertrand Régis, pour tous les sites... Alors, tout à l'heure, vous disiez des sites, des jeux de hasard. Le football n'est pas vraiment un sport de hasard. En tout cas, on est sur des paris sportifs. On sait que les paris sportifs peuvent être truqués. On sait que éventuellement, et ça, c'est pas impossible, il peut y avoir un trafic sur le site de manière à gagner. On le voit, hein, 18 matchs sur 18 où cette personne-là a misé et elle a gagné. Il y a peut-être une enquête à faire pour voir si la probité de ce parieur est nickel chrome. Eh bien, très bien, nous allons enquêter. En attendant, c'est la fin de cette édition de Smart Sport. Merci, messieurs. Mickaël, toujours au bon niveau. Franchement, l'adversité est rude. Hein. Ah ouais, il a été Bertrand Régis de l'agence BRL Conseil. Formidable communicant, extrêmement érudit en sport. Merci Bertrand Régis de nous avoir accompagnés. Merci Pierre de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Peut-être un match à 3 contre les deux tapiros. Avec plaisir. Oh là là. On prendra Thierry Bretagne avec nous. Avec grand plaisir. Ouais. Voilà, à suivre les programmes sur Bismart.